Bonjour à tout le monde. J'aimerais vous remercier et puis vous accueillir au panel Amérique latine, contre-pouvoir, stratégie et solidarité. Ce panel est présenté par le Réseau international pour l'innovation sociale et écologique, les nouveaux cahiers du socialisme, la plateforme altermondialiste, la commission altermondialiste du Québec solidaire, et en collaboration avec France Amérique latine, les Amis du monde diplomatique au Québec, l'autre Brésil, Intercol et Dialogue global. J'aimerais aussi vous rappeler que vous signaler que on est sur les terres qui font partie du territoire ancestral qui a longtemps servi de lieu de vie, des rencontres et d'échanges entre les peuples autochtones, notamment la nation Mohawk. Nous honorons et respectons et reconnaissons ces nations qui n'ont jamais cédé leurs droits ni leur autorité souveraine sur les terres et les eaux sur lesquelles nous nous réunissons aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on va procéder, je vous explique d'abord comment on va procéder, puis je vais introduire les panélistes. On va commencer avec l'introduction de la session, puis les interventions de Eduardo Lander, Florencia Porteño et Glavo Severino. Puis, chacun aura 20 minutes pour présenter et je vous demande de respecter les 20 minutes parce que vraiment notre temps est assez limité. Après, on aura la discussion de Pierre Boucher et les conclusions de Franck Godichaud et Sébastien Villemas. Je vous explique quelques points importants. D'abord, il y aura de la traduction français-espagnol. Les gens qui ont besoin doivent appuyer en bas sur l'onglet traduction pour avoir la langue de leur choix. Les participants peuvent poster des questions et des opinions sur le chat et les personnes ressources et l'animateur on aura accès et on pourrait répondre et commenter. Finalement, il y aura un enregistrement de cette session si vous voulez la regarder ou diffuser plus tard. Il y aura également une synthèse écrite et pour les suites, vous pouvez contacter les nouveaux cahiers du socialisme. Je pense que j'ai fait le tour. Il me semble que oui, je ne vois rien dans le chat, tout va bien, ça va. Donc, on va commencer avec notre premier intervenant, Eduardo Lander. Alors, Eduardo est professeur de sociologie, il est écologiste et défenseur de la justice sociale. Il est largement reconnu comme l'un des principaux intellectuels de gauche au Venezuela. Il a apporté un soutien critique à la révolution bolivarienne du Venezuela. Il a été une des organisateurs du Forum social mondial en 2006 à Caracas. En 2017, Eduardo était l'un des membres fondateurs de la plateforme Ciudadana en défense de la Constitution, composée d'anciens chavistes qui sont devenus très critiques envers leurs successeurs. Il est professeur émérite de sociologie à l'Université centrale du Venezuela. Je vais arrêter là parce que je veux donner une chance à Eduardo d'en parler. Donc, si j'oublie quelque chose, Eduardo, vous pouvez le souligner. Sinon, je vous cède la parole. Et encore une fois, je rappelle, on a 20 minutes. Merci. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación, por la posibilidad de participar en este evento
América Latina contra poderes, estrategias y solidaridades, como parte de la Conferencia de la Gran Transición. Saludos especiales, por supuesto, a Pierre Boudet, con quien he venido trabajando en los últimos 2 años en el diálogo global por un cambio climático y con quien tengo una relación de amistad, de confianza y de intercambio ya de muchos años. Voy a, para intentar cumplir con el límite de tiempo establecido, voy a leer. Me sugirieron que hablara sobre cómo el regreso de los progresistas marca rupturas y continuidades con el gobierno de la ola rosa. Quisiera comenzar por afirmar primero que a mí me parece que no está claro que se pueda hablar propiamente del regreso de los progresismos en América Latina hoy. El fracaso de estos proyectos, en particular los que tuvieron contenidos transformadores más radicales, esto es Venezuela, Ecuador y Bolivia, tendrá consecuencias a largo plazo. De estos, solo el MAS logró recuperar el poder. El gobierno de Venezuela se mantiene en el poder no democráticamente, con el uso de la fuerza. El MAS logró recuperar el poder después del debate sobre si hubo o no golpe, pero lo recuperó en condiciones de muchos fraccionamientos internos y la profundización de sus rupturas con muchas de las organizaciones y movimientos que constituyeron en el pasado sus principales bases de apoyo. En Ecuador, el rechazo al correísmo llevó a una mayoría de la población, en particular del mundo indígena, a votar por el candidato de la derecha o a abstenerse en la segunda vuelta en las recientes elecciones presidenciales. Esto es el voto nulo, que es la campaña del movimiento indígena. En Venezuela está el abrumador rechazo de la población al gobierno autoritario y corrupto de Maduro, que se ha producido en el país un marcado desplazamiento hacia la derecha, y las nociones de revolución, de socialismo e incluso de anticapitalismo han desaparecido del léxico político por el futuro previsible. ¿Qué representa, sino mundiales, el fracaso del ciclo de los gobiernos progresistas en América Latina? Junto con el colapso del socialismo realmente existente, del bloque soviético y la caída del muro, así como la transformación de los regímenes comunistas de China y Vietnam en pujantes sociedades capitalistas bajo la dirección de sus respectivos partidos comunistas, el fracaso de los gobiernos progresistas en todo el mundo, una alternativa creíble, deseable al capitalismo, ha fracasado estrepitosamente como alternativa deseable. La opción socialdemócrata europea, como opción al capitalismo, parece estar igualmente agotada en la medida en que los partidos socialdemócratas y socialistas de ese continente pierden apoyo electoral y se desplazan cada vez más hacia posturas neoliberales. Las derechas y las derechas radicales, incluso algunas con componentes propiamente fascistas, avanzan en todo el planeta. Bolsonaro en Brasil, el Partido Republicano en los Estados Unidos bajo la férrea dirección de Trump, Modi en la India, Duterte en las Filipinas, Orbán en Hungría, Morawiecki en Polonia. Partidos de extrema derecha se fortalecen en otras partes del mundo. Estos avances autoritarios, a diferencia de épocas anteriores, no ocurre por la imposición de golpes militares, como fue la experiencia de los gobiernos del Cono Sur en América Latina. Por el contrario, apelando a la xenofobia, al racismo y al fundamentalismo religioso, cuentan hoy con un significativo apoyo electoral, con frecuencia por parte de amplios sectores populares, que antes constituían la base de apoyo político y el piso electoral de los partidos de izquierda. En este panorama, los gobiernos de esta incipiente Guerra Fría, me refiero a China y Rusia,
hoy están muy lejos de representar alternativas democráticas atractivas ante este avance del autoritarismo. Hay un punto que creo que vale la pena destacar, una importante contratendencia que ocurre hoy en los Estados Unidos, ya que conjuntamente con el fortalecimiento de la derecha y la extrema derecha representada hoy por el Partido Republicano, bajo la férrea dirección, repito, de Trump, hay un fuerte movimiento popular democrático, antirracista, feminista, defensor de la naturaleza y de la desigualdad. Es hoy uno de los lugares donde las luchas populares tienen más vigor en el planeta. Todo esto me llega a concluir que estamos en un nuevo momento histórico. Los viejos discursos de la izquierda, socialismo, revolución, en lo fundamental han dejado de ser atractivos y creíbles como alternativas al orden existente. Para un amplio espectro de la población mundial, estas categorías están asociadas con estatismo centralizador, con autoritarismo, ineficiencia y corrupción. La propia idea de qué es ser de izquierda está abierta al debate, especialmente en el mundo indígena, en el cual las categorías históricas de la política moderna representan herencias coloniales a ser superadas. Estamos igualmente ante una profunda crisis, quizás el agotamiento de los sistemas políticos centrados en los partidos. En todo el mundo, los partidos políticos se fraccionan y se debilitan. Han dejado estos de ser la principal forma de expresión de los intereses sociales en la esfera pública. Adicionalmente, el espectro político, en lo que en términos generales se identifica como izquierda, está profundamente dividido. Esto es particularmente cierto en América Latina. La experiencia de los gobiernos progresistas, particularmente en Venezuela, Ecuador, Bolivia y Brasil, produjo profundos fraccionamientos en el amplio universo de las izquierdas, de los actores, los sujetos, las organizaciones identificados en las luchas anticapitalistas, entre sectores estadocéntricos extractivistas por un lado y la pluralidad de grupos, organizaciones, asociaciones en resistencia a estos proyectos. ¿Cuáles son los debates que se han producido en torno al progresismo? Después de las experiencias de los gobiernos progresistas, aparte de los contrastes claros con las derechas y las derechas radicales y la oposición al imperialismo identificado con los Estados Unidos, yo afirmaría que es en realidad poco lo que queda como terreno político ideológico afirmativo común en lo que gruesamente se denomina como izquierdas en el continente. La profunda crisis civilizatoria que confrontamos, siendo su dimensión principal los límites del planeta y las amenazas a la sobrevivencia de la vida, implican que toda alternativa anticapitalista tiene que ser necesariamente una alternativa que cuestione en forma radical la idea del progreso, las nociones de desarrollo, el supuesto de que es posible el crecimiento sin fin en un planeta limitado, que cuestione las tendencias homogeneizantes y destructoras de la pluralidad cultural y biológica del planeta. Requiere igualmente un cuestionamiento radical del antropocentrismo y el patriarcado. Esto es, un cuestionamiento profundo de la modernidad colonial que tiene su expresión máxima en el capitalismo, pero que de modo alguno se limita a este. Más allá del ámbito discursivo, estos asuntos medulares no formaron parte de los proyectos del progresismo, en términos prácticos, de los proyectos del progresismo latinoamericano. En lugar de dar por lo menos pasos iniciales en la dirección de alternativas a la lógica depredadora del sistema mundo capitalista global, en cada una de estas experiencias, así como ocurrió con los gobiernos de orientación neoliberal durante estos años, se acentuó la inserción en la división colonial del trabajo y de la naturaleza. En lugar de por lo menos comenzar a frenar la alimentación
de la devastadora maquinaria de destrucción del capitalismo global en cada una de estas experiencias, aprovechando el denominado boom de los commodities, tanto en términos de demanda como de precios, se acentuó, se profundizó el extractivismo. Desde visiones estadocéntricas se definió el extractivismo, base de las políticas redistributivas que por lo menos temporalmente mejoraron, en algunos casos significativamente, las condiciones de vida de los sectores subalternos, fue definido como el interés nacional. Esto es, como un interés superior a todo otro interés, a los intereses de los pueblos en sus territorios y a los derechos de la naturaleza. En consecuencia, las autonomías culturales y territoriales de estas sociedades, caracterizadas por una profunda heterogeneidad histórico-estructural, fueron vistas como amenazas. Los portadores de resistencias a los proyectos extractivistas fueron catalogados como agentes del imperialismo que se oponían a la revolución y, en consecuencia, reprimidos. Todo esto, inevitablemente, resultó incompatible con lo que se había presentado como uno de los objetivos medulares de estos proyectos progresistas, la profundización de la democracia, y con los objetivos declarados de caminar en dirección de estados pluriculturales que rompiesen con la herencia colonial liberal de estados autoritariamente monoculturales, que fue la experiencia tanto durante el tiempo de la colonia como en los tiempos republicanos. En ausencia de proyectos productivos alternativos, otras formas de generación de riqueza, de las condiciones necesarias para el bienestar colectivo, de la economía del cuidado, que fuesen tanto equitativas como compatibles con la preservación de la vida, el énfasis en cada uno de estos gobiernos estuvo la distribución de riqueza creada al interior de la lógica capitalista. En ausencia de proyectos productivos otros y dadas las severas limitaciones impuestas por la División Internacional del Trabajo y la naturaleza hoy hegemónico, se optó por la radicalización del extractivismo que, como señalé, lejos de cuestionar la lógica depredadora del capital, contribuyó a reafirmarla. Esto fue particularmente extremo en el caso venezolano. A pesar del discurso de superación del rentismo, se profundizó como nunca antes en la historia la dependencia del petróleo, terminándose por desmantelar prácticamente las actividades productivas alternativas anteriormente existentes. Pero, paradójicamente, gracias a la falta de inversión, la masiva corrupción y el manejo de la industria por parte de militares ineptos, terminaron matando la gallina de los huevos de oro. Se repartió renta petrolera nacional e internacionalmente sin ni siquiera garantizar un mínimo de continuidad de dicha renta. Hoy la producción petrolera venezolana está a los niveles que existían en la década de los 40 del siglo pasado, aproximadamente la sexta parte de lo que fue hace pocos años. El fin del rentismo y de la masiva producción de combustibles fósiles habría que celebrarlo, pero llegó por una vía diferente a lo que se buscó durante décadas por parte de los movimientos ambientalistas venezolanos. No se dio como una transición hacia otro modelo energético y productivo, sino como un colapso que ha generado una profunda crisis humanitaria y ha generado la migración de más de 5 millones de personas por la ausencia de perspectivas de futuro en el país. Esto, por supuesto, no se trata de entrar en detalles sobre el proceso venezolano, pero tiene otro componente absolutamente básico: las sanciones económicas impuestas por los gobiernos de los Estados Unidos, que están estrangulando lo poco que queda de la actividad productiva en el país. No estamos hoy en América Latina ante el retorno del progresismo. Las expectativas del establecimiento de una hegemonía de gobiernos de derecha que tanto celebró el conservadurismo no se consolidó. Esto no debe interpretarse, sin embargo,
como el retorno del progresismo. Las ideas, los sujetos, organizaciones y movimientos transformadores hoy en América Latina están en otra parte, no forman parte de la herencia de esta tradición ni de sus partidos. Hoy en América Latina, los movimientos populares y anticapitalistas más vigorosos, y no por casualidad, se están dando en dos países que no han pasado por experiencias progresistas, Chile y Colombia. En ambos casos, los partidos políticos están en lo fundamental, no solo sobrepasados, sino igualmente marginados de estos procesos transformadores. El paro nacional en Colombia, a pesar de la brutal represión a la cual ha sido sometido, ya ha logrado extraordinarias victorias. El gobierno retrocedió en su voluntad de imponer por la fuerza una reforma impositiva profundamente regresiva. Igualmente, ante el amplio rechazo de la población, el Congreso rechazó la reforma del régimen de salud que apuntaba hacia una profundización de su privatización. Ha sido este gobierno, en contra de su voluntad, obligado a sentarse a negociar con el Comité del Paro. El divorcio entre la política institucional y sus partidos, por un lado, sean estos de izquierda o de derecha, y la política de calle, no podía ser más claro. Pero no se trata de una política de calle meramente expresiva, sino una política de calle capaz de torcerle el rumbo a un gobierno profundamente autoritario. En Chile, a pesar de la brutal represión de los carabineros, el pueblo chileno ha logrado una extraordinaria conquista en lo que ha sido la demanda fundamental en torno al cual se ha articulado la extrema diversidad de exigencias que se hicieron presentes de las movilizaciones populares desde el mes de octubre del año 2019. Eduardo, vamos Sí, a terminar 2 minutos. sí. Superando todos los obstáculos impuestos por la institucionalidad, no solo se logró la convocatoria de una asamblea constituyente que reemplazase la constitución impuesta por Pinochet, sino que esta asamblea constituyente tiene una paridad de género, una muy fuerte presencia de representantes de los movimientos y organizaciones que han participado en estas luchas, una significativa representación de los pueblos indígenas y una presencia de los partidos de la derecha menor de la tercera parte que hubiesen requerido para poner vetos a los contenidos de la nueva constitución. Todo esto, en lo fundamental, con la excepción parcial del Partido Comunista, ha sido al margen de los partidos, tanto los partidos de derecha como los partidos de la vieja concertación. Los ojos del continente estarán, y termino con esto, los ojos del continente estarán durante los próximos tiempos enfocados en este proceso constitucional chileno. ¿Qué se podrá aprender de las experiencias total o parcialmente fallidas de los procesos constituyentes de Venezuela, Ecuador y Bolivia? ¿Cómo evitar la emergencia de caudillismos que terminen concentrando el poder y socavando las dinámicas democráticas participativas? ¿Cómo preservar en el tiempo la capacidad de una sociedad movilizada para impedir la autonomización de la institucionalidad estatal en relación a la voluntad de las mayorías? ¿Cómo compatibilizar la extraordinaria pluralidad de demandas de la calle con un texto constitucional único? ¿Cuáles podrían ser en Chile las alternativas productivas al modelo extractivista hoy prevalente? ¿Cómo pensar las transformaciones más allá de la distribución y de la garantía de derechos? Muchas gracias. Merci beaucoup, Eduardo, pour cette intervention critique profonde et historique. Et puis, merci beaucoup pour avoir respecté le temps aussi. On a notre deuxième intervenante qui est Florence Partegno. Florence est titulaire d'un doctorat en sciences sociales de l'Université de Buenos Aires. Elle a été consultante à l'OIT et au Centre interaméricain pour le développement des connaissances en formation professionnelle sur les politiques d'emploi, d'apprentissage et de préparation des jeunes au travail. Elle est coordinatrice de la licence en relations professionnelles et chercheuse à l'Institut des sciences sociales et de l'administration et au programme d'études de genre de l'Université nationale Arturo Juárez, le UNA.
Elle est professeure au programme de 3e cycle en histoire sociale à l'Université nationale Générale Sarmiento et en politique sociale à l'Université nationale de San Juan. Il y en a beaucoup plus, mais je ne veux pas empiéter sur le temps de Florence, donc je vous cède la parole. Merci beaucoup. Buen día a todas, a todos, desde Argentina, desde Buenos Aires. Muchas gracias por la invitación, queridos Pierre, Sebastián. Gracias, Charmaine, por la presentación y bueno, por compartir esta ronda en este encuentro que se llama Construyendo Utopías. Vamos entonces a alentar el fuego con algunas preguntas para ver cuánto de estos intercambios podemos llevarnos y seguir pensando en cómo se fortalecen nuestras luchas, ¿no? Lo escuchaba a Edgardo en el panorama que presentaba y me acordaba de haber compartido espacios en el Foro Social Mundial y una de las preguntas que tenía este encuentro era, bueno, cómo pensábamos justamente los encuentros o divisiones entre las izquierdas, entre los movimientos populares, y si es posible construir contrapoderes, de qué forma, ¿no? Las reflexiones que voy a compartir con ustedes no son reflexiones individuales, son parte de un proceso de reflexión colectiva junto a mis compañeras de la red de feministas del Sur Global DON, y de los espacios locales en los que milito aquí en Argentina. Es imposible pensar una reflexión individual en el marco de justamente lo que tiene que ver con pensar la construcción política y pensar estrategias políticas. Así que voy a referirme en estas coordenadas. Una de las preguntas que nos hacían en la preparación de este encuentro era, bueno, ¿cómo veíamos el momento actual de las luchas del movimiento popular? Y bueno, ¿qué retos, qué obstáculos aparecen? Entonces quería referirme un poco a algunos retos y obstáculos que yo veo justamente para entender bueno, dónde estamos y cómo es posible contribuir y abonar en estas luchas. Una de las primeras cuestiones que quisiera mencionar es que ayer en el encuentro que charlábamos sobre pandemias, ecología y capitalismo, decíamos, bueno, una de las cuestiones más claves que profundizó la pandemia fue la desigualdad, pero al mismo tiempo la crisis multidimensional. Y desde los feminismos veníamos diciendo que una de las crisis más fuertes, no solamente la sanitaria, era la crisis de los cuidados. Digamos, esta problematización en torno al trabajo, a todas las dimensiones que contempla el trabajo, y que se expresó muy claramente en las huelgas internacionales del 8 de marzo, justamente esos paros internacionales que desde los feminismos alentamos para el 8 de marzo, pusieron en evidencia una crítica fuerte al trabajo y al trabajo que sostiene este sistema. Voy a ir lento por las traductoras porque una se emociona y va tomando velocidad. Entonces, la pandemia, así como mostró ese lado B, digamos, de la expresión de estas crisis en diferentes ámbitos y contextos, y particularmente me referí a la crisis de los cuidados, también la pandemia abrió fabulosas oportunidades para profundizar justamente el proyecto de las derechas, de las viejas y de las nuevas derechas. Y esto en América Latina se vio muy claramente. La oportunidad de profundizar el control sobre las poblaciones y la criminalización de la protesta social. No solamente lo vimos en los ataques a las defensoras y defensores en los territorios, sino que también lo vimos en los barrios populares. Las fuerzas policiales, las fuerzas de seguridad se expandieron con un grado de penetración muy fuerte, y esto se vio en diferentes ciudades de América Latina, y esto también despierta un reto enorme para pensar cómo vamos a relanzar las luchas o vamos a continuar las luchas que justamente estaban previas a la pandemia y que implican justamente poner a la calle como un escenario en disputa. Digamos, ¿quiénes hoy están saliendo a la calle? Bueno, en muchas ciudades de América Latina se vio que la calle la tomaron estas nuevas derechas, y a eso quiero referirme ahora. Entre las oportunidades que abrió la pandemia también
una profundización de la vigilancia digital, perdimos privacidad en nuestros espacios de militancia, en nuestras prácticas de comunicación y de diálogo, digamos, todo es mediado a través de las formas digitales, y eso también es un gran riesgo, porque no teníamos prácticas de cuidado frente a nuestras formas de militancia virtual o digital, o las formas de comunicación que permiten sostener esas militancias. Y al mismo tiempo creo que hay obstáculos que tienen que ver no solamente para leerlos en términos regionales de América Latina, sino, bueno, lo que mencionaba Edgardo, de tener esta lectura pensando en los movimientos que se dieron en Estados Unidos en la era Trump y ahora en la era Biden, o Biden. Y pensar que en diciembre del 2020 en Argentina se dio una lucha muy fuerte que llevaba décadas, que fue una lucha por la interrupción voluntaria del embarazo, la lucha por el aborto legal. Y frente a esto, justamente, se esperan reacciones muy fuertes desde los sectores antigénero y antiaborto. Y esto hay que leerlo en clave regional, pero también en clave continental. Y aquí quisiera recuperar las reflexiones de Sonia Correa, una feminista de Brasil, que justamente sigue atentamente estas expresiones de reacción conservadora, y ella en uno de sus últimos trabajos decía, bueno, cómo prestar atención de alguna manera a esta verdadera cruzada que hay en toda América Latina contra los derechos a decidir por el propio cuerpo y por la soberanía sobre los cuerpos y por lo que hemos conquistado en materia de derechos sexuales, reproductivos y el derecho a decidir. Y en esto, justamente en esta cruzada antigénero que algunos le llaman fundamentalismos, aquí podemos hablar de reacción conservadora, nuevas y viejas derechas que se articulan, y que en Brasil se ha visto muy claramente, pero también están presentes en Colombia, en Ecuador, y en Argentina lo vivimos en las calles, a pesar del contexto de pandemia, digamos, en lo que fue ese cuerpo a cuerpo con las expresiones antiderechos y antiaborto. Y aquí lo interesante es pensar cómo nuestras estrategias, como movimientos populares, sociales, feministas, se articulan justamente en planteos que tienen que ver no solamente con las políticas de extensión de derechos en el campo de los derechos sexuales y reproductivos, sino también cómo esto se articula con luchas por la justicia económica. Porque si no aparecen como divorcios, ¿no? Como separados, como luchas parciales. Y lo que entendemos es que cuando los partidos evangélicos ganan bancas y llegan al poder, no solamente atacan lo que queda de derechos y democracias, también atacan la distribución de recursos, la salud pública, el acceso a los servicios públicos más básicos y los derechos que en muchos países latinoamericanos llevaron décadas construir. Y aquí me voy a referir entonces al tercer punto vinculado con las oportunidades que abrió la pandemia. Una de las grandes oportunidades que abrió la pandemia fue avanzar ferozmente, digamos, desde los sectores del poder real, sobre los derechos laborales. Y esta reforma laboral, silenciosa en algunos casos y en otros casos más presente y con medidas concretas, se extendió en diferentes sectores de actividad, sectores económicos, y esto se expresó y perjudicó mayoritariamente a las personas que ya estaban en condiciones de precariedad, particularmente las mujeres y particularmente el colectivo trans y travesti, que también es el foco de ataque de muchas de estas reacciones conservadoras antigénero. Entonces aquí yo levanto una señal de faro y alerta de que no es lo mismo hablar de los feminismos en general, sino que decir que hablamos desde una posición feminista, no esencialista, y justamente que abraza y articula las luchas con el colectivo trans, travesti, de lesbianas, de gays y de personas no binarias. Y esto es muy importante decirlo, porque si miramos el panorama de otros países, hay una reafirmación de ciertos esencialismos que nos llevan a cerrar el panorama de articulación de luchas y no abrirlos, no tener una escucha plural y atenta justamente a esas expresiones. Entonces, como decía, creo que una de las cuestiones claves en la pandemia fue el retroceso en materia de derechos laborales.
incluso dentro del marco de algunos gobiernos que se enmarcaban en una política de protección de derechos, aún así dentro de esos países vemos con mucha preocupación el avance de la precariedad, incluso de las nuevas formas de empleo generado a partir de las plataformas digitales, que esto es un reto enorme, justamente porque esas plataformas no tienen lugar a quien rendirle cuentas, no pagan impuestos y al mismo tiempo no se reconocen como empleadoras o patronales. Y aquí entonces quería referirme a la discusión en torno al poder real, en esta discusión entre lo que pueden o no hacer los gobiernos, que no son de derecha, que no son claramente enmarcados en la derecha, y cómo enfrentan los procesos de captura corporativa de los estados en América Latina. Hemos visto en los últimos años una avanzada brutal de las alianzas público-privadas, esto es, capturando áreas concretas de inversión, asociándose con el Estado y obviamente tomando áreas claves que antes eran parte de las discusiones de los servicios públicos o de lo que tiene que ver con la inversión pública. Y en este avance de la captura corporativa también vemos procesos de, digamos, captación o cooptación, digamos, de áreas claves que tienen que ver y son fundamentales para la discusión sobre qué salida va a tener América Latina a la crisis y qué discusión vamos a dar sobre las alternativas del modelo productivo. Por ejemplo, los sectores de energía, los sectores de extracción de recursos naturales y particularmente tecnología y comunicación, que son los mismos que hoy tienen monopolizado las redes de comunicación y al mismo tiempo en los cuales se expresan las brechas digitales. Frente a esto, no sé cómo voy de tiempo, la voy a mirar, ¿vamos bien? Frente a esto, creo que hay un planteo para pensar juntas y juntos, que es cómo vamos a pensar las estrategias y las alianzas entre los diferentes movimientos, obreros, indígenas, antirracistas, campesinos y feministas. Creo que en la parcialidad que muchas veces se presentan en las agendas y en las luchas, no se logra todavía articular, digamos, la lucha por alternativas económicas, esas experiencias de economías transformadoras que ya están aconteciendo, por ejemplo, en América Latina las expresiones de economía popular, de economía social solidaria y de autogestión, con sus dificultades y sus tensiones, se han sostenido en la pandemia y han logrado, de alguna manera, mostrar otras formas de hacer economía. Pero por otro lado, las luchas ambientales, las luchas que van justamente en el terreno de las relaciones asalariadas más clásicas, no suelen articularse justamente con estas expresiones. Y ahí creo que hay una cuestión para analizar, porque no podemos discutir otra economía u otro modelo alternativo si esa articulación, esas alianzas, esas políticas de amistad no comienzan a tejerse de modo más sustantivo. Y después la gran pregunta en torno a la interseccionalidad, que muchas veces es muy fácil pronunciarla, interseccionalidad contemplando desigualdades de raza, clase, sexualidad, género, sin embargo, es tan compleja construirla políticamente. Y en esto sabemos que son procesos que llevan, es una carrera de largo aliento, que lleva un proceso de escucha atenta, pero al mismo tiempo creo que las expresiones y las movilizaciones que demostraron los feminismos populares en América Latina, y no hablo solamente del caso de Argentina aquí, las compañeras chilenas, las compañeras de Ecuador, que a días del triunfo de Lasso salieron a las calles en Ecuador justamente para luchar contra ese código que penalizaba el aborto en casos de violación. Eso muestra la capacidad que ha tenido el feminismo, no solamente para pensar una perspectiva internacionalista, en este caso, cómo nos enlazó y cómo nos articuló la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito, sino también contra la violencia y contra las violencias económicas, digamos. Pensar hoy que el extractivismo tiene en la primera línea de defensa justamente a las mujeres que están defendiendo los territorios, muestra de alguna manera esa capacidad de enfrentar las violencias cotidianas y las violencias económicas en los territorios. Y en este sentido, creo que un posible aporte para dialogar
es pensar, bueno, cuáles son las prácticas que vienen desde los feminismos populares que pueden contribuir y tejer y tramar mayor solidaridad con otros movimientos que también están dando una resistencia muy fuerte en sus territorios. ¿Es posible en este momento pensar un feminismo para el 99%? ¿Qué pasa cuando decimos que somos feministas anticapitalistas y antirracistas? ¿Con cuántas luchas más se articulan estos espacios? ¿Qué significa pensar en prácticas de cuidado de la militancia? Cuando desde los feminismos hablamos en políticas de cuidado y prácticas de cuidado, ¿es posible desde estas prácticas de cuidado interpelar las viejas prácticas del mártir dentro de las organizaciones, digamos, los desgastes, las faltas de autocuidado en las militancias y pensar otras modalidades? Al mismo tiempo, la pandemia puso en jaque muchas de nuestras prácticas callejeras. ¿Cómo podemos repensar esas lógicas y esas políticas de cuidado al interior de nuestras organizaciones y nuestras militancias? Incluso en la discusión con otros movimientos que por ahí no han abrazado el feminismo como parte de sus lógicas de organización y que de alguna manera comienzan a entrar en contacto porque la emergencia y la lucha es urgente. Muchas gracias, me quedo por aquí y paso la palabra. Bon, vous avez encore 5 minutes si vous voulez. Non, ça va? OK. Vous pouvez les reprendre plus tard parce que vous avez apporté beaucoup de pistes super intéressantes. Et puis, je vais en noter que vous avez droit à 5 minutes supplémentaires. D'accord? Bon, merci beaucoup, Florence. C'est vraiment, ça nous illumine énormément sur des pistes à l'avenir et justement de reconnaissance des perspectives différentes, assez importantes, des voies, si on veut, une démocratie et un socialisme inclusif, mais vraiment inclusif. Je vais présenter maintenant Glauber Severino, c'est bien Severino, qui est militant et chercheur brésilien. Il est docteur en sociologie, éditeur et président de l'Autre Brésil, qui est un site dédié à l'analyse de la situation brésilienne. Il est coordonnateur du Centre de recherche et développement et de développement, le CRID à Paris. Et on est vraiment très heureux de l'avoir avec nous aujourd'hui. Severino, je vous cède la plateforme virtuelle à vous. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Malgré ma nationalité brésilienne, je vais intervenir en français. Je pense que ça va être plus simple pour les interprètes et traducteurs. Quand j'ai commencé à réfléchir sur cette intervention, la question qui m'a été adressée par les organisateurs de cette rencontre, cette belle rencontre, c'était justement autour des perspectives à court, moyen terme pour le Brésil, dont la dérive autoritaire s'était déjà annoncée plusieurs fois ici, déjà dans les deux panels précédents. Et du coup, c'est une question qui, certes, est très centrale et très difficile à répondre. Donc, du coup, je vais essayer de poser aussi des questions autour de cette question et d'essayer de déblayer un peu cet horizon qui est très sombre pour le Brésil aujourd'hui. Mais avant de passer vraiment sur les perspectives à court moyen terme, il faut dire, bon, quand j'ai commencé ma vie militante il y a déjà certaines années, moins que certains et plus que d'autres, il était d'habitude de commencer les réunions politiques auxquelles j'ai participé avec ce qu'on disait jadis l'analyse des conjonctures. Et donc, du coup, cette idée de bien clarifier, bien essayer de comprendre qu'est-ce que se passe exactement pour pouvoir après, justement, discuter de ces stratégies. Et du coup, je pense que cet exercice est central pour le moment parce que notre regard ici, c'est que parfois, la compréhension du moment Bolsonaro, du gouvernement Bolsonaro, il s'est fait par effet des miroirs avec d'autres homologues comme Orbán, Duterte, Trump. Et notre point de départ, c'est qu'en fait, Bolsonaro, c'est quelque chose d'un peu différent quand même, parce qu'il dépasse un cap, même par rapport à ces gouvernements
comme Trump, Orban et Duterte, qui ne sont pas non plus des gouvernements sympas, quoi. Donc, ils sont vraiment des atrocités dans l'histoire. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que de notre point de vue, Bolsonaro semble vraiment représenter le mieux cette négation de la politique comme acte politique. Il faut dire qu'en tant que président, Bolsonaro continue à agir comme s'il était à l'opposition, comme s'il était un député de l'opposition, en mettant toute la responsabilité de la prise de décisions politiques à ses adversaires. Donc, il est dans la pure provocation, il dit qu'il ne fait rien, et toutes les actions politiques aujourd'hui qu'on voit au Brésil sont jetées sur les dos des oppositions parlementaires et des oppositions politiques institutionnalisées au Brésil. Il dit, non, ce n'est pas moi qui gère la pandémie, c'est au gouverneur d'État de la gérer, ce n'est pas moi de gérer la question des vaccins, ça va être au secrétariat de santé locaux de les gérer. Tout ça, c'est faux, certes. Il y a une responsabilité réelle et concrète. Il est le chef d'État, il est le chef du gouvernement, mais il met toute sa rhétorique, elle est basée sur « je suis une personne d'opposition qui ne peut rien faire, sauf provoquer et dire que je ne peux rien faire ». Donc, beaucoup plus que de ses homologues que j'ai cités au tout début. Comprendre un peu Bolsonaro, au-delà de cette catégorisation de négation de la politique comme acte politique, c'est aussi comprendre comment il est arrivé où il est arrivé. Donc, il est porté par une large coalition des circonstances et certains plus proches de ses valeurs politiques. Et là, on voit dans cette troisième année de Bolsonaro qu'il va s'appuyer de plus en plus sur les 3 ou 4 secteurs qui partagent ses valeurs essentielles, son idéologie centrale. Donc, c'est les néopentecôtistes ultra-conservateurs, ce sont les militaires et les agents des forces de l'ordre, les milices au Brésil pouvant vraiment s'autonomiser et commençant à s'autonomiser complètement ces dernières années, et des strates supérieures des classes moyennes fascisants et fascisés. Ça, c'est aujourd'hui de plus en plus, Bolsonaro se resserre sur cette base sociale, sur cet appui. S'il a été élu par d'autres secteurs de la société, aujourd'hui, son gouvernement s'est fait sur la base de ces gens-là. Il parle à ces gens, il convoque ces gens, il mobilise ces gens constamment. Donc, dans ce sens-là, plus qu'une caricature grotesque d'un néolibéralisme autoritaire, comme d'autres qu'on peut trouver au monde, son gouvernement représente du coup, au moins de notre point de vue, des gens avec qui on partage le travail à Outre-Brésil et des gens avec qui on discute. Son gouvernement représente une claire rupture, une radicalisation de cette contre-révolution qui est née justement de la réaction aux luttes féministes, antiracistes ou écologiques des dernières années. Bolsonaro marque cette rupture en approfondissant justement ses caractères contre-révolutionnaires, parce qu'on a vu ces dernières décennies, comme c'était déjà dit, un changement vraiment mené par justement les mobilisations autour des luttes féministes, luttes antiracistes et luttes environnementales et écologiques et anti-colonialistes. On a vu du coup l'ouverture d'une boîte de Pandore avec les coups d'État de 2016, mais les secteurs qui ont propulsé ces coups d'État, je pense qu'ils n'attendaient pas vraiment à qu'il y en ait en figure politique si profondément tragique qui puisse sortir à partir de là. Notre évaluation, c'est justement que les gens qui ont mené les coups d'État, qui ont créé la situation, la crise politique au Brésil, renforcé la crise politique au Brésil en 2016, pensaient qu'une figure comme Bolsonaro, c'était juste du coup une caricature qui pouvait du coup être tutelée, qui pouvait être mise sous tutelle. Et c'est ça qui s'est montré depuis 2 ans et demi, presque 3 ans, qui n'était pas le cas, absolument pas. Et là-dessus aussi, à nouveau, Bolsonaro a un nouveau élément de caractérisation, c'est très important, parce que strict sensu, comme je disais, il n'a pas un plan de gouvernement, il a plutôt un plan de bataille. Il y a un plan de guerre, un plan de bataille contre les espaces de démocratie et de réflexion, donc où il mène une guerre culturelle féroce, avec des projets de loi, avec de mobilisation des réseaux sociaux et des fake news,
contre les perspectives de décroissance et de défense de la biodiversité, où il mobilise un arsenal administratif, législatif et policier conséquent aujourd'hui au Brésil, contre l'idée même d'un État en tant qu'espace de dispute entre intérêts collectifs divers. Donc on voit la mobilisation et le renforcement de la destruction de l'idée même des républiques avec Bolsonaro, donc beaucoup plus importante que des acteurs politiques de droite traditionnels qui étaient pour autant assez nécropolitiques aussi, qui jouaient sur la nécropolitique, mais avec Bolsonaro, on passe un cap là-dessus aussi. Et dernière, que moi je trouve important aussi de souligner, il mène une guerre, il mène un plan de bataille contre l'autre, l'idée de l'autre et la valorisation et respect des diversités les plus possibles. Donc c'est une guerre culturelle qui est alliée du coup au déploiement d'une violence d'État sans mesure et d'un discours et des actions bellicistes par nature. Donc le nombre d'armes, par exemple, libéralisées ces dernières 2 ans au Brésil, jamais dans l'histoire brésilienne on a vu un processus de libéralisation du port des armes, de l'achat des munitions par un président, par un gouvernement, par des actes gouvernementaux. Du coup, il libère l'accès aux armes, notamment à sa base la plus proche, c'est ces classes moyennes fascisées et fascisantes. C'est pour ça que si avant même, mais avec Bolsonaro, beaucoup de personnes et des analystes parlent d'une nécropolitique, nous, on commence, et pas que nous, beaucoup d'analystes commencent vraiment à penser que plus que ça, Bolsonaro, il représente la promotion, en quelque sorte, de l'implantation d'une thanatocratie, parce que ce n'est pas juste une question de gérer les morts, tel que la nécropolitique peut penser, mais c'est vraiment d'imposer la mort comme objectif en soi. Bolsonaro dit que le Brésil doit être vidé de gens. Si les gens meurent, ce n'est pas grave. On s'en fiche. On arrête de pleurnicher par la mort des gens. La mort constitue vraiment un élément central de son idée, de ses plans de bataille, de son plan de gouvernement qui est inexistant, mais qui est un plan de bataille. Donc, du coup, penser Bolsonaro plutôt comme l'avènement d'une thanatocratie, ça permet justement de voir la différence entre ce qu'on avait toujours vécu au Brésil en termes de nécropolitique. Et c'est intéressant aussi parce que, de notre point de vue, le Brésil sert comme allégorie, malheureusement, pour ce qui se passe ailleurs dans le monde. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a en effet des miroirs presque d'avant-garde, le Brésil étant une avant-garde de la tragédie, une avant-garde du rétrocès, du retard. C'est pas nouveau, ça. Le Brésil a souvent porté ces chapeaux d'avant-garde du retard. Mais là, on commence à voir que des mécanismes mis en place au Brésil, développés au Brésil, dans le cadre de cette naissance d'une thanatocratie, commencent à se répandre ailleurs aussi, dans des degrés mineurs, dans des degrés encore en dispute, dans des degrés encore pas définis, mais qui commencent vraiment à se développer. Bon, là, c'est pour caractériser. Je vais passer justement sur la question des perspectives, parce que face à tout cela, on a en effet de la résistance, on a en effet des projets alternatifs, on a en effet différentes formes et groupes opposés aujourd'hui à Bolsonaro. Grosso modo, on peut dire, et là c'est vraiment une analyse un peu à la hache, comme on dit par ici, on a d'un côté les partis de la gauche traditionnelle, alliés à certains mouvements sociaux plus institutionnalisés, comme les mouvements de sanitaires, les centrales syndicales, les mouvements de personnes atteintes par les barrages, et des secteurs des classes moyennes à haut capital culturel, souvent regroupés dans des associations, collectifs et ONG, d'un côté. De l'autre côté de l'opposition aussi, c'est qu'on a comme groupe opposant à Bolsonaro, ce qu'on appelle souvent des nouveaux mouvements sociaux, nouveaux car plus visibles depuis la moitié des années 2010, mais il faut rendre justice, ils ne sont pas nouveaux. Ce sont des mouvements qui sont là depuis 20 ou 30 ans pour certains, tels que l'articulation des peuples autochtones du Brésil, par exemple, la coalition noire pour les droits,
les réseaux nationaux des mères des enfants victimes des violences d'État sont des mouvements qui sont moins structurés pour certains, formellement, mais qui regroupent plusieurs collectifs dans plusieurs villes du Brésil, parfois dans plusieurs régions même du Brésil, pour justement, et ces collectifs-là, ces nouveaux mouvements-là, sont, de notre point de vue, les plus prometteurs dans ces perspectives à court moyen terme, justement parce qu'ils admettent, ils savent très bien que Bolsonaro marque en effet une rupture et un approfondissement de ces projets meurtriers, hélas, toujours présents au Brésil. Alors, ces deux blocs arrivent à avoir de victoires par-ci, par-là, notamment en s'appuyant sur ce qui reste d'institutionnalité au Brésil, ce qui reste d'institutions au Brésil, notamment judiciaires et un peu parlementaires, un peu législatifs. Cependant, ces deux blocs ont chacun des difficultés spécifiques pour dépasser notamment leurs espaces d'influence respectifs. Et c'est constitué ainsi comme une possibilité réelle et effective pour empêcher cette naissance de cette thanatocratie bolsonariste. Les premiers blocs, celui constitué justement par les partis de la gauche traditionnelle et les mouvements un peu plus anciens, plus institutionnalisés, plus organisés, structurés, les difficultés sont liées en fait d'un horizon politique en quelque sorte un peu trop étroite, une fois qu'ils visent notamment des solutions électorales et ou institutionnelles. On prend la situation actuellement au Brésil, on va arriver à un demi-million de morts par la Covid bientôt, dans les quelques jours, quelques semaines qui vont arriver. On vient de vivre un massacre commis par la police dans la ville de Rio, avec 29 personnes tuées lors d'une opération policière. On voit le degré de violence faite aux femmes augmenter justement aussi en fonction de la situation pandémique. Et ces acteurs politiques, ces acteurs et actrices politiques ne vont pas vraiment se centrer sur une action là-dessus. Ils vont dire, bon, de toute façon, on a les élections à la fin de l'année 2022, il faut construire une candidature en front vraiment unifié autour d'une candidature, notamment probablement celle de Lula. Et du coup, on ne va pas vraiment entrer dans des manifestations nécessairement si cela implique une perte potentielle des voix dans les élections de 2022. C'est ce qu'on peut se passer, on a pu voir se passer par rapport au massacre à Rio de Janeiro, où une grosse mobilisation nationale a été appelée contre la létalité policière, contre les assassinats commis par les polices lors de ces opérations. Et qu'est-ce qu'on voit derrière? Que ces mouvements, que ces partis, que les partis de travailleurs ne sont pas mobilisés là-dessus. Et l'analyse, c'est parce que cela implique critiquer la police, critiquer le fonctionnement de l'État policier, critiquer la sécurité publique comme gestion justement des morts. Et là, les partis des travailleurs et compagnie ont dit ça n'apporte pas de voix, ça fait même peut-être perdre des voix. Et du coup, on laisse un peu à distance, on s'éloigne un peu de ces sujets, tout en faisant certes des déclarations sur les réseaux sociaux, que c'est intenable ces massacres, mais sans se mobiliser pour autant et sans mettre ce qu'ils ont de plus important, que c'est les ressources justement pour organiser cela et avoir une capillarité. Parce que ces mouvements, ce qu'ils ont de plus important, au moins de mon point de vue là, c'est la capacité d'intervenir dans tous les territoires nationaux. Les partis des travailleurs, des mouvements comme l'MST et les centrales syndicales ont des sièges dans plusieurs villes, dans plusieurs régions, ont des ressources humaines et des ressources humaines et des ressources matérielles pour pouvoir vraiment agir là-dessus et ne mettre pas à l'œuvre pour ce type de demande. De l'autre côté, les nouveaux mouvements avec des guillemets, comme je disais, ce qui est compliqué pour eux pour arriver vraiment à construire des perspectives à court moyen terme en tant que mouvement pour vraiment contrecarrer cette action bolsonariste et vraiment changer la donne dans l'horizon, les scénarios politiques brésiliens, c'est du fait qu'ils n'arrivent pas vraiment à se constituer comme un bloc historique pour deux principales raisons qui sont liées dans une grande mesure à leur caractère soit thématique, soit sectorisé, soit à des défauts d'organisation pour des principes propres.
Les projets politiques de ces mouvements et collectifs, du coup, n'arrivent pas pour le moment au moins à monter en généralité et à construire un projet de société ou au moins des nations plus larges que les demandes portées pour chacun de ces mouvements à un moment donné. On n'arrive pas pour le moment à cette montée en généralité nécessaire pour créer justement ces blocs historiques et créer, lancer une possibilité d'une nouvelle hégémonie culturelle minimale pour construire une vraie alternative. Dans un deuxième temps, il n'arrive pas non plus à avoir une structure organisationnelle capable de garantir une plus grande capillarité sur les territoires nationaux. Et non plus, ils n'ont pas les moyens humains et matériels, tels que le Parti des travailleurs et d'autres mouvements traditionnels, pour mener la bataille culturelle nécessaire, pour s'implanter dans chaque ville, dans chaque quartier, être proche à des groupes qui, par exemple, sont non identifiés directement à leur lutte et à la fois avec les premiers blocs. Laubert, 2 minutes? Oui, pour finaliser, pour moi, ça, c'est le plus grand enjeu à creuser. Si on arrive à répondre à cette question de comment faire que les luttes menées par ces dits nouveaux mouvements sociaux et les réflexions menées par ces nouveaux mouvements sociaux puissent vraiment, on va dire, se répondre justement avec ces groupes qui ont la capacité matérielle et l'implantation territoriale nécessaire, si on arrivait à répondre à cette question, est-ce possible de l'un infuser l'autre? Est-ce possible de donner des moyens matériels et organisationnels pour ces nouveaux mouvements pour qu'ils puissent vraiment s'implanter? Là, si on arrive à répondre à cette question, on arrive vraiment à répondre à la question, peut-on vraiment construire une opposition ou un projet alternatif capable de finir et de tuer cette thanatocratie encore en berne au Brésil? Ce sont des questions compliquées et pour moi, répondre à cette question, ça dépasse les cadres brésiliens aussi parce que moi, je blague tout le temps en disant si on arrive à résoudre, entre guillemets, le Brésil et l'Inde, le reste du monde, on fait par téléphone. Donc, si on arrive à résoudre ces deux blocs nationaux hyper complexes avec des strates historiques qui se superposent constamment, les restes du monde, je trouve que c'est beaucoup plus simple. On voilà. Peut le faire par Zoom, n'est-ce pas? Merci beaucoup, Clara, pour terminer sur ce note un peu légère, parce que effectivement, au Brésil, enfin, c'est un moment assez lourd, dans le sens qui nous ramène à ce que Marlene Achiaoui, qui est une grande philosophe brésilienne, qui parlait de tout cet héritage, ce côté sombre, autoritaire du Brésil qu'on voit d'une extrémité, d'une intensité en Bolsonaro, et qui est à la fois historique mais aussi nouveau, et qui représente vraiment une lutte hégémonique entre, disons, l'ordre et le progrès, mais quand je parle progrès, je veux dire socialiste. Puis vous avez bien illustré cette lutte hégémonique et politique. Merci beaucoup. Maintenant, je vais passer la parole à Pierre Moutarde qui va relancer les intervenants avec ses réflexions. Et puis, Pierre, certains d'entre vous le connaissent déjà. Il est sociologue, il était professeur de philosophie au Cégep de Limoilou pendant plusieurs années. Aujourd'hui, il est chercheur indépendant. Il s'est spécialisé aux études des mouvements sociaux en Amérique latine et des enjeux relatifs à la démocratie et aux droits humains. Il est auteur de nombreux articles et participe, enfin, écrit encore de nombreux articles, livres, réflexions qui publie quotidiennement et qu'on suit d'une manière très fidèle. Pierre, je vous cède la parole. Merci beaucoup, et puis en particulier aux trois panélistes dont les présentations étaient particulièrement riches et puis nous amenant sur toute une série de questions très intéressantes, très stimulantes. Juste ce que je vais vous expliquer, moi je vais tenter d'animer une discussion autour des trois propositions qui viennent de nous être faites.
Je me contenterai simplement de poser 3 questions à chacun des 3 panélistes en résumant très brièvement certains éléments de ce qu'ils ont pu dire. Et puis par la suite, on permettra aussi, bien sûr, aux panélistes de réagir, et puis aussi à Franck et à Sébastien s'ils veulent rajouter quelque chose ou intervenir dans le débat. Je dois dire que les 3 présentations qui ont été faites sont absolument passionnantes et ouvrent des tas de pistes de réflexion. Alors si on prend Edgardo Lander, on a eu avec Edgardo Lander une sorte de panorama passablement critique et sombre de ce qui s'est passé en Amérique latine, de cette vague rose de l'Amérique latine, de ce projet progressiste latino-américain qui s'est particulièrement développé au travers des expériences de l'Équateur, du Venezuela et de la Bolivie, mais avec cependant des lumières à la fin, dans le panorama qu'il a fait quand il a abordé la question du Chili et de la Colombie et des luttes sociales à l'heure actuelle qui sont en train de se développer là-bas autour de mouvements sociaux très actifs, notamment des mouvements féministes, autochtones, etc., très puissants et qui sont arrivés à mener des percées intéressantes. Maintenant, peut-être la question qu'on pourrait poser sur la base de ce panorama, qui était aussi très large, puisque Edgardo nous a amené sur la piste d'un cycle historique commencé en 1848 qui se termine aujourd'hui, et donc il amène, lui, à se poser des questions de fond et surtout à considérer que la gauche traditionnelle a vécu une crise très profonde, ce qui fait qu'elle a tout repensé de son action, en quelque sorte, aujourd'hui, si on veut reconstruire quelque chose qui soit loin de l'héritage moderniste et colonial que dénonce Edgardo Lander. Alors, ma question, ça serait un peu celle-ci pour Edgardo. Comment, justement, être capable de reconstruire après ce bilan assez critique. Et j'ai l'impression, par exemple, que ces 3 expériences qui ont été faites au Venezuela, en Équateur et en Bolivie, si elles ont amené des choses intéressantes, elles n'ont cependant jamais mis vraiment l'accent sur ce qu'est le capitalisme lui-même, sur ce mode de production capitaliste. Et que, en conséquence, il serait nécessaire, même si on fait une critique des dimensions coloniales ou modernistes de ces projets-là, de revenir à une critique peut-être plus large et plus générale du capitalisme conçu comme système global contre lequel il faudrait pouvoir lutter. Et ça me permet de passer un peu à ce qu'a dit Florencia, qui a développé justement des pistes très intéressantes qui étaient pensées depuis le féminisme et puis un féminisme populaire, militant et non essentialiste, des pistes très intéressantes pour tenter de reconstruire des luttes communes. Alors justement, Florencia, elle a beaucoup insisté sur le fait que la violence que peuvent vivre par exemple les femmes, c'est une violence aussi qui a des dimensions qu'on retrouve au niveau du travail, du marché du travail, et que là, il y a donc des liens possibles à faire, à établir entre donc, des luttes féministes, puis des luttes plus sociales pour la redistribution sociale. La question que je poserai à Florencia pour lancer le débat, c'est qu'elle a évoqué la notion d'intersectionnalité, qui est aussi beaucoup discutée ici au Québec, et en insistant sur la difficulté qu'il y a à penser cette intersectionnalité à partir d'une approche stratégique, politique et stratégique. Et justement, la question que je lui poserai, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas une contradiction quelque part entre cette approche intersectionnelle qui vise à décrypter toute une série d'oppressions qui s'additionnent les unes aux autres ou qui se croisent les unes avec les autres, avec une approche stratégique qui est d'un autre ordre, qui est avant tout politique et qui pourrait par exemple tourner autour de valeurs politiques comme celle de la justice ou comme celle de l'égalité, qui est justement propre à la gauche et qui ne se marie que très difficilement avec l'idée d'intersectionnalité. Et enfin, pour terminer avec Glauber, dont le portrait qu'il a fait du Brésil est très intéressant parce que quelque part, le Brésil est ces temps-ci une sorte de laboratoire qui met en évidence tous les formidables dangers de la montée de l'extrême droite, en Amérique latine, mais aussi dans le monde entier. Et cette idée de thanatocratie, qui est imposer la mort comme objectif en soi,
et comme allégorie de ce qui se passe un peu partout dans le monde, je trouve, est très fécond et devrait justement mettre en évidence tous les défis, les formidables défis que la gauche aujourd'hui, si divisée, si partagée, si fragilisée quelque part, a devant elle. Et la question que j'aurais posée à Glauber, c'est est-ce que derrière cette tentative que tu as eue de vouloir relier les anciens et les mouvements sociaux, il n'y a pas quelque chose de plus profond qui a à voir avec une crise du politique, une crise de la représentation politique et la nécessité d'une reconstruction au Brésil comme ailleurs, d'une véritable alternative politique qui soit à la fois des urnes et de la rue, des mouvements sociaux anciens et nouveaux, et qui permettent de constituer un projet alternatif à l'encontre du capitalisme et pensé comme système global qui véhicule des caractéristiques patriarcales, des caractéristiques coloniales, des caractéristiques raciales, etc., etc. Voilà, alors ce sont 3 grandes questions pour chacun d'entre eux, pour chacun d'entre vous, et on vous remercie encore beaucoup pour vos interventions si riches et si passionnantes. Merci beaucoup, Pierre. Je pense qu'on a beaucoup de pain sur la planche. On va commencer à l'ordre inverse, c'est-à-dire que je vais demander à Glauber de répondre, puis Florence et Edgardo. Merci pour les commentaires et la question intrigante, on va dire. Je ne sais pas si ces mots en français existent. Parfois, j'ai fait des traductions un peu à l'arrache dans ma tête. Je comprends, c'est ça ce qui est important. Oui, apparemment, l'importance de la communication, c'est de communiquer. Donc, dès que j'en ai compris, ça va. Bon, je disais, en revenant sur la question, oui, certes, il y a un problème de compréhension, entre guillemets. Il y a en effet des traductions, un effort des traductions vraiment à faire parce que les discours politiques de l'un et de l'autre sont basés sur une syntaxe qui n'est pas la même, sur un lexique qui n'est pas le même et sur une langue presque qui n'est pas la même. Et du coup, c'est très compliqué d'à la fois, au moins de mon point de vue, à la fois expliquer aux forces traditionnelles de la gauche que certes, ils ont l'hégémonie dans la gauche par effet aussi des structurations, par effet d'existence institutionnelle plus longue que d'autres. Ils ont les moyens vraiment pour mobiliser plus de gens s'ils le veulent, entre guillemets, mais pourtant, les discours de l'autre camp, on va dire, entre guillemets, de la gauche, ne fait pas trop de sens pour eux. Pour eux, c'est juste une question des épiphénomènes qu'il faut éventuellement relier dans un cadre d'un programme électoral commun pour dire oui, on va respecter les minorités ethniques, oui, on va prendre plus d'attention sur la question des droits des peuples autochtones, oui, on va mettre des représentants écologistes dans les secteurs du ministère de l'Environnement. Oui, on va prendre la question de la lutte féministe pour mettre aussi dans nos réunions et dans nos résolutions. Mais la pensée centrale de ces groupes ne sont pas intégrés, ne sont pas vraiment intégrés. On fait un ajout des luttes possibles que chacun de ces mouvements prône, mais on ne réfléchit pas vraiment et structurellement sur ce qui, effectivement, mène la situation à celle qu'on est aujourd'hui. Pourquoi les femmes sont si attaquées, opprimées dans l'État brésilien aujourd'hui? Pourquoi les peuples autochtones sont si tués ou aussi dépourvus de leur terre et de leur territoire ancestral? Pourquoi les populations noires au Brésil sont tuées systématiquement par la police, par les forces de l'ordre et ainsi de suite? Pourquoi elles sont mises en précarité systématiquement plus que d'autres secteurs de la société brésilienne? Cette question même, elle n'est pas intégrée dans les logiciels si on veut utiliser en mode des discours actuels dans cette gauche traditionnelle. Ils font juste un ajout, pas des représentants à être éventuellement cooptés, justement, cooptés dans le bon sens du mot. C'est pas méchant quand je parle de cooptation, c'est pas machiavélique quand je parle de cooptation. Et de l'autre côté, ce qui manque, je pense, à ces nouveaux mouvements, nouveaux avec 1000 guillemets, comme je dis toujours, ce qui manque, c'est justement cette capacité à dépasser leur lutte spécifique. Et c'est là qu'une réflexion plus structurelle, plus systémique sur ce qui est les cadres capitalistes
contre lesquels on doit lutter et on doit résister, on doit créer des choses nouvelles à partir duquel on doit vraiment s'engager, entre guillemets, c'est difficile à voir parce que toutes les réflexions systémiques d'avant ignoraient complètement et mettaient en suspens leur lutte à eux. Cette idée en dernière instance, de toute façon, la question, elle est structurellement économique, stricto sensus comprise, c'est-à-dire ta position dans les rapports de force capital-travail, exclusivement sans prendre en considération que tout cela se rajoute avec d'autres formes d'exploitation aussi et de domination aussi. Et donc, du coup, c'est comme, d'un point de vue strictement théorique, c'est comme d'un côté, on pense qu'en termes d'exploitation et de l'autre côté, on pense qu'en termes de domination. Et du coup, ces deux concepts n'arrivent pas à s'imbriquer pour le moment. Et du coup, je pense que là, développer une notion d'intersectionnalité qui soit ancrée dans l'action, qui soit ancrée dans la mobilisation et vraiment dans les stratégies et tactiques menées par les uns et les autres, peut vraiment aider. Parce que l'idée de l'intersectionnalité, au moins telle que moi je la comprends, c'est justement pouvoir imbriquer ces deux idées. C'est-à-dire, il y a un modèle, un mode de production spécifique qui exploite, qui extrait de la plus-value, qui met les gens dans des situations de rapports de production spécifiques, mais qui ne peuvent pas se faire sans cette structure de domination qui dépasse les simples cadres économiques, qui dépasse les simples modes de production capitalistes. La domination masculine, elle est précédente. Elle est vraiment précédente. La domination liée à la perception ethnique de l'autre, elle est précédente. Elle est même fondamentale et présupposée de cette montée du capitalisme quand on regarde l'histoire. Il n'y a pas de montée du capitalisme sans domination masculine, sans domination des populations non blanches. Donc, il n'y a pas. Elle ne peut même pas se faire. Et du coup, comment mêler et mettre tout ça sans faire à la fois on va dire de la concurrence entre des misères et des handicaps sociaux, entre guillemets. Et c'est ça la difficulté, c'est ça qui, pour moi, ça peut être répondu qu'à partir du moment où cette intersectionnalité est inscrite vraiment dans des luttes concrètes et que les gens se mettent vraiment en discussion et en capacité à revenir en aller et retour sur les contributions des uns et des autres. Ça reste très abstrait, mais... Mais merci beaucoup. Là-bas, je vais passer la parole a Florence. Sí, gracias Pierre por las preguntas y pensaba que en términos de construcción política tiene sus dificultades justamente articular ese diálogo interseccional. Y quisiera por ahí poner un ejemplo concreto en términos de lo que vos mencionaste, ¿no? Como los valores históricos de la justicia, ¿no? Más cercanos a ideas, por ejemplo, de justicia social. En muchas experiencias políticas aquí en Argentina, digamos, movimientos que luchan por la justicia social no necesariamente son antipatriarcales. Entonces, en el proceso de construcción política se vuelven a reanimar no solamente la división sexual del trabajo militante al interior de las organizaciones, sino que se empieza a reanimar esto que decía Glover, que es una jerarquización de las demandas. Hay luchas más importantes que otras. Entonces, incluso una apuesta fuerte aquí en el medio de la marea verde y de la masiva movilización del feminismo fue desbordar a otras organizaciones sociales que luchan por la justicia social para que justamente incorporen prácticas de despatriarcalización de sus organizaciones. Porque si no, quienes ocupan los lugares de referencia política, incluso en expresiones de izquierda o de lucha por la justicia social, siguen siendo los mismos. Y en este caso pensamos los mismos varones. Pero no solamente eso. No nos alcanza con que digan ponemos mujeres en las listas. Aquí hay una discusión interesante con la paridad y con la discusión de paridad real. Porque a veces
las luchas feministas son reapropiadas para montarse sobre expresiones de paridad que después no son tal, digamos, ¿no? O sea, hay mujeres, ahí está, ahí las tienen, pero que haya mujeres, si no, caemos en esencialismos, y no nos garantiza que esas compañeras que están ahí empujen una agenda feminista. Y ahí voy a la segunda parte de la pregunta de Pierre, que me parece súper provocadora para seguir pensándonos, y es cómo esta construcción en clave de interconexión de luchas por la justicia de género, económica, ecológica y digital, justicia digital precisamente, porque en este tiempo de pandemia lo que más hemos generado han sido datos y lo que menos control tenemos es sobre todos los datos que hemos generado en todos los sistemas de comunicación y sobre todo en, como decía recién, en nuestras propias formas de comunicación en la militancia. Por eso creo que la lucha por la justicia digital y por la soberanía digital debe estar en la agenda. Un caso concreto en esto, y que creo que es desafiante, es el caso de la mayoría de trabajadoras y trabajadores migrantes que están trabajando en las plataformas de delivery y que hoy mueven la economía y el comercio digital de las ciudades que están nuevamente en confinamiento y cuarentena. Digamos, esas repartidoras y repartidores, riders, delivery, como quieran llamarle, en Río de Janeiro, en Santiago de Chile, en Buenos Aires, en Quito, han pedaleado la cuarentena, han salido a sostener las cuarentenas sin ninguna protección social. Y ahí hay un ejemplo perfecto para pensar cómo muchos sectores sindicales no abrazan la lucha de esas expresiones al mismo tiempo, porque son formas novedosas de este capitalismo de plataformas, pero sin embargo, la mayoría de las luchas digamos, xenofóbicas, que son justamente con las leyes contra los migrantes en este contexto de pandemia, se articulan perfecto con prácticas para generar nuevas regulaciones que protejan ese sector de trabajadoras y trabajadores, por ejemplo, en el caso de los repartidores de delivery, pero estamos hablando de un ejemplo. Entonces, luchas contra políticas xenofóbicas, luchas contra justamente actitudes antimigrantes de los gobiernos, sobre todo de la derecha, y luchas que justamente avancen en la protección laboral. Y hablamos de protecciones laborales mínimas, pisos mínimos. Las empresas ganaron millones en esta pandemia y no les daban ni elementos de protección de seguridad individual, alcohol, mascarillas, guantes, y sin embargo seguían pedaleando las ciudades. Creo que ahí, en esto de pensar luchas migrantes, lucha justamente por la justicia digital y el control de esos datos, porque todo esto se mueve vía comercio electrónico, luchas por la justicia fiscal, digamos. América Latina sigue siendo digamos, la región más desigual y con sistemas tributarios más regresivos, con impuestos indirectos que pagamos. Creo que ahí hay una perfecta combinación para pensar incluso en el impacto ambiental que está teniendo este avance de la virtualización forzada, de la digitalización y de la falta de control total sobre las dinámicas que mueven el comercio digital y justamente la economía digital como tal. Creo que digamos, quería poner un ejemplo para pensar de alguna manera cómo se interconectan las luchas, y yo decía en la ronda que teníamos ayer con otras compañeras que pensar las luchas por políticas de cuidado, por una agenda de cuidados, justamente pensando en revalorizar el trabajo no remunerado o reproductivo, como quieran llamarle, también entra en estas discusiones sobre cómo pensar estas nuevas formas de generación de ingresos en estas plataformas, justamente porque las plataformas no se reconocen como empleadores. Y creo que aquí tenemos un punto central. Y el caso de Uber en California, para mí, es el caso testigo de esto. Mientras perdía Trump y California votaba masivamente por Biden, California votó masivamente a favor de Uber. Entonces, estas complejidades que implican ser cierto progresista en un sector, pero al mismo tiempo votar a favor de las empresas,
y sostener los privilegios y beneficios del poder corporativo, bueno, eso nos mete en un tejido complejo y en la urgencia de cómo articular estas luchas que justamente expresan desigualdades diferentes, pero no deben llevarnos a una jerarquización. Y cierro aquí. Ok, merci beaucoup. Gracias. Super. Edgardo, à vous. Bueno, igualmente muchas gracias, Pierre, por las preguntas. Creo que estamos teniendo un rico debate, una muy buena reflexión. ¿Cómo reconstruir las luchas anticapitalistas después de estas experiencias que hemos tenido con el progresismo? Yo quisiera referirme a dos cosas fundamentalmente. En primer lugar, el hecho de que en las tradiciones de las izquierdas, y en particular de estos sectores de la izquierda, de las izquierdas partidistas, como más oficiales, digamos, uno de los obstáculos fundamentales para aprender de la experiencia y para trascender las limitaciones de la experiencia ha sido la extraordinaria poca disposición o capacidad de reflexión crítica, autocrítica sobre las propias experiencias. Cuando, por ejemplo, en Venezuela se planteó el tema del socialismo del siglo XXI, se suponía que calificarlo como socialismo del siglo XXI implicaba una ruptura, una crítica, una diferencia, una opción otra a lo que había sido el socialismo soviético. Sin embargo, en la medida en que fue avanzando el proceso bolivariano, en la medida en que no hubo ningún intento serio de intentar identificar por qué las experiencias soviéticas del mundo soviético terminaron en lo que terminaron, cuáles fueron las raíces del autoritarismo, por ejemplo, por qué no fue posible pensar en un modelo productivo, en un modelo científico, tecnológico, en unas formas de relación con la naturaleza diferentes a la lógica del capitalismo. ¿Por qué las lógicas universalistas, atropelladoras de la diversidad cultural se presentaron y se acentuaron? En la medida en que ninguna de esas cosas fue incorporada a una reflexión sobre por qué no era repetir el socialismo del siglo XX, sino el socialismo del siglo XXI, nos encontramos con que uno tras otro los aspectos negativos y más perversos fundamentales de la experiencia soviética terminaron por repetirse. Terminaron por repetirse en un modelo estadocéntrico, un modelo con una estructura de partido, de unidad Estado-partido como una sola cosa, la forma de la construcción de la cual el proceso bolivariano se reconoció tanto mundialmente en términos de los procesos de organización popular y los consejos comunales y las comunas, para terminar en unos procesos de control estatal sobre todos los procesos de organización popular y la negación de toda posibilidad de autonomía que poco a poco fue clausurando los espacios de la política y fue llevando a tendencias cada vez más autoritarias. Entonces, la posibilidad de reflexionar por qué pasa lo que pasa y no pensar que la responsabilidad, la culpa de los fracasos siempre está en otra parte. Siempre es el imperialismo, siempre es ajeno. En Venezuela es la guerra económica, pero siempre está en otra parte y hay una absoluta imposibilidad que lleva a que haya una especie de complicidad que, lejos de contribuir a fortalecer la
posibilidad de pensar y actuar por un mundo anticapitalista alternativo, lo que termina es marginando a estos proyectos y deslegitimándolos ante los ojos de la población. Si uno lee los documentos del Foro de Sao Paulo, por ejemplo, como representación de esta izquierda partidista ortodoxa, uno se da cuenta de que su visión de lo que fueron los procesos bolivianos, ecuatorianos, venezolanos, nicaragüenses, es de un apoyo incondicional, y solo por el hecho de tener un discurso antiimperialista, de alguna manera mágicamente se convierte en un proceso que hay que apoyar. Entonces, si allá hay un brutal paternalismo en el caso nicaragüense, si hay un Estado tan autoritario como el existente actualmente en Venezuela, si ocurrió las formas de ruptura total con el movimiento indígena en el caso ecuatoriano, siempre la culpa está en otra parte. Pero el proyecto socialista es lo que hay que defender. Entonces, hay una especie de ceguera colectiva que impide la posibilidad. Y esa es una de las razones por las cuales hay esta ruptura tan brutal entre esta emergencia plural, diversa, de feminismos y de movimientos indígenas y movimientos ambientales y movimientos por el agua, etcétera, etcétera, con esta forma de entender la política que es tan absolutamente ciega y que repite y repite y repite lo mismo. Porque el tema, por ejemplo, del patriarcado y del feminismo, en la tradición de izquierda y del socialismo, viene de muy atrás. Viene desde la idea de que, bueno, después que hay revolución, después que resolvamos los problemas fundamentales, entonces nos podemos ocupar de eso. Entonces, esa jerarquía va no solo jerarquizando, sino eliminando esos asuntos como asuntos críticos, y termina estos proyectos fortaleciendo las lógicas existentes. Entonces, aquí yo quiero insistir en que sería muy interesante que tuviésemos todos una mirada sobre lo que está ocurriendo en Chile en la actualidad, porque en Chile hay un proceso absolutamente novedoso en que esta idea de la interseccionalidad no es un discurso. Inclusive el discurso de la interseccionalidad lo he visto poco en las relaciones inclusive feministas chilenas. Es más bien una práctica, una forma de encuentro, una forma de darse cuenta que gente que viene de diferentes lugares, de diferentes agendas, de diferentes proyectos, de diferentes demandas, logra de alguna manera encontrar el reconocer, aunque yo no entienda muy bien cuál es tu demanda, entiendo perfectamente que es parte de lo mismo. Esa lógica de ir construyendo algo común sobre la base de la lucha común, lo vamos a encontrar como una especie de laboratorio de interés mundial en lo que va a ser el debate constituyente. Porque je dois vous arrêter, je suis vraiment désolée, mais on est pressé parce qu'on va perdre les interprètes d'ici peu. Edgardo, je suis vraiment désolée. Vous avez fait des excellents points, vraiment une sens critique qu'on a besoin aujourd'hui. On va passer aux conclusions. Donc, je vais passer la parole à Franck Gaudichaud, qui est docteur en sciences politiques et maître de conférences en civilisation hispano-américaine à l'Université Grenoble 3 et membre du comité de rédaction de la revue Dissidence et de l'association France-Amérique latine. Donc, je vais demander à Franck et à Sébastien vos commentaires sur les exposés et aussi de proposer quelques considérations sur la solidarité, et ça tombe vraiment bien avec ce que Edgardo vient de nous signaler. Merci. Bonjour à toutes et tous. Moi aussi remercier bien entendu les organisateurs, les organisatrices et aussi les traductrices. Je sais que c'est vraiment un très gros boulot de faire la traduction simultanée, c'est pas facile du tout. Donc très brièvement, une remarque tout d'abord, je pense que les trois interventions de Glauber, d'Edgardo, de Florencia
elle montre dans quel contexte on est aujourd'hui, c'est-à-dire un contexte vraiment très dégradé dans les rapports de force, au niveau continental, mais aussi interne, un rapport de classe, l'impact de la pandémie, bien entendu, la crise économique. Il faut rappeler quand même qu'on est dans une plus grave crise économique de l'histoire du sous-continent depuis presque un siècle. La montée en force des extrêmes droites, des courants néo-pentecôtistes, évangéliques, toutes les droites fascisantes, ça a été présent dans les 3 interventions. Ça montre quand même qu'on est face à une urgence qui est très, très importante et qui nous parle aussi de processus qu'il y a ici, par exemple, en Europe et en France. La montée très forte, très radicale de droite extrême ou d'extrême droite, de courants néofascistes, de courants religieux fondamentalistes, qui sont une menace vraiment immédiate en Amérique latine, mais aussi dans d'autres parties du monde. Là, je pense qu'il y a un point très, très important, c'est comment, de manière, on peut créer des fronts unitaires, combatifs, larges, pour affronter cette urgence, qui est vraiment une urgence démocratique, disons, essentielle, fondamentale. D'autre part, et Edgardo est revenu dessus dans sa dernière intervention, moi c'est quelque chose qui me semble aussi fondamental, très important pour les gauches sociales et politiques qui se réclament encore de l'anticapitalisme, du féminisme, de l'internationalisme. C'est comment on arrive à tirer des bilans de ce qui s'est passé au cours des 20 dernières années en Amérique latine. C'est-à-dire on ne peut pas repenser des alternatives critiques si on ne commence pas à penser qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a conduit à l'effondrement du processus bolivarien, qu'est-ce qui a fait que après plus de 15 ans de gouvernance du Parti des travailleurs, surgit le bolsonarisme. Là, il y a quand même des questions, à mon avis, qui sont très, très importantes pour les gauches réellement de gauche, on va dire. Et qui ne sont pas simples non plus. Je ne dis pas qu'on va avoir une réponse très facile. Il y a un ensemble de questions qu'il faut qu'on continue à travailler, qui ont été soulevées par les 3 intervenants, il me semble, et qui doivent vraiment être au cœur de la construction des alternatives et même de nos solidarités. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je pense que, et là c'est une question peut-être depuis l'Europe, mais je pense qu'au Canada, aux États-Unis, il y a ces mêmes débats. Notre solidarité internationaliste, elle ne peut pas être ce qu'on appelle ici campiste. Je ne sais pas si on comprend ce que ça veut dire campiste, mais c'est un terme qui circule beaucoup, en tout cas en France, c'est-à-dire une solidarité qui serait centrée déjà sur les gouvernements et sur les États essentiellement. Une solidarité internationale qui penserait que parce qu'un gouvernement est en conflit avec les États-Unis, il faut le défendre de manière totale, sans critique. Je parle par exemple du Venezuela. Au contraire, si on arrive à tirer les bilans de la dernière période, l'urgence, c'est d'avoir une solidarité avec les mouvements populaires, d'avoir une solidarité qui soit critique, qui puisse tirer les bilans de ce qui n'a pas marché ou des dérives autoritaires même de certaines expériences progressistes, et d'être à l'écoute des voix dissidentes finalement, des voix critiques. Oui, Sherman, tout à fait, le Nicaragua. En France, il y a une partie de la gauche française qui continue à dire que Ortega, c'est la gauche. Il y a une partie de la gauche française qui dit critiquer aujourd'hui Daniel Ortega, c'est être du côté de l'impérialisme. Donc là, à mon avis, en termes de solidarité internationale, il y a quelque chose qui est essentiel. C'est notre solidarité s'exprime avec les peuples en lutte et contre la criminalisation et contre les formes de l'État autoritaire. Que cet État autoritaire ait une couleur dite progressiste ou que cet État autoritaire soit d'extrême droite fascisant, comme au Brésil, nous combattons les formes de criminalisation des luttes, le patriarcat, les écocides, les ravages contre la planète. Et ces États, effectivement, dans toute l'Amérique latine, on voit quand même une montée en force de la figure du militaire, des formes d'État d'exception, comme d'ailleurs en Europe. En France, par exemple, il y a une constitutionnalisation des lois d'exception par le gouvernement Macron. Et je ne veux pas être trop long, le dernier aspect, c'est qu'évidemment, notre solidarité internationale, ce n'est pas une solidarité internationale du nord vers le sud.
Je pense que dans la dernière période, c'est plutôt le Sud qui apporte au Nord. Par exemple, les dynamiques féministes, particulièrement en Argentine et au Chili, ça a été vraiment une source d'inspiration extrêmement forte pour une partie des luttes féministes européennes. Et donc là, il y a vraiment un échange d'expériences, de savoir lutter, on pourrait dire, qui vraiment est globalisé et qui est une des forces, à mon avis, de ce qui a été le Forum social hier, moins aujourd'hui. Mais il y a de nouveaux réseaux internationaux qui se mettent en place. Et c'est ça, vraiment, je pense qu'il faut contribuer à renforcer des solidarités nord-sud, sud-sud, nord-nord, avec tous les problèmes du digital, je suis d'accord avec Florencia, mais aussi on peut en partie les utiliser pour renforcer ces solidarités. Et la dernière chose, pour terminer, le grand défi, c'est repenser les alternatives. Et ça, on voit qu'on n'est qu'au début, finalement, de cette réflexion. Ce qui apparaît en tout cas dans les 3 interventions, moi qui me parle beaucoup, c'est l'articulation. Comment on va arriver à articuler toutes ces luttes par en bas, qui effectivement, comme le disait Glauber, sont parfois locales, partialisées, fragmentées. Ou alors, quand elles ne le sont pas, c'est des mouvements, des partis qui sont très institutionnalisés. Donc, comment repenser par en bas, effectivement, mais en même temps, monter en généralité autour d'alternatives concrètes. Et je terminerai par la réflexion. Vous savez que les zapatistes sont en train de faire une invasion à l'envers. On s'en félicite. Ils vont envahir l'Europe très, très bientôt et faire une tournée européenne. Il y a quelque chose dans l'expérience zapatiste, il y a de nombreuses choses, mais il y a quelque chose qu'ils ont toujours répété depuis le début des années 90, c'est que la meilleure manière d'être solidaire, en fait, avec les luttes dans les pays du Sud, c'est déjà de lutter là où on est. Donc, de mon point de vue, l'urgence, par exemple en France aujourd'hui, c'est déjà de résister à l'extrême droite, de résister aux politiques néolibérales du gouvernement Macron, de résister contre nos multinationales et tout ce qu'elles font à niveau mondial. C'est déjà une forme, à mon avis, essentielle de créer de la solidarité avec les peuples qui souffrent du capitalisme à une échelle globale. Merci beaucoup, Franck. Et merci beaucoup pour respecter le temps. C'est très apprécié. Je vais passer la parole à Sébastien. Et rapidement, Sébastien est un jeune Québécois d'origine latino-américaine, politicologue et militant de longue date des mouvements populaires au Chili, au Québec et à l'international. Il a une maîtrise en sciences politiques de l'Université Laval. Et il est membre actif de la Commission altermondialiste de Québec solidaire et du Parti chilien Révolution Democrática. Je vous cède la parole, Sébastien. Merci. Merci, Charmaine. Donc, je voudrais faire 2 commentaires. Le premier concernant le Chili en particulier, le deuxième concernant notre rôle en solidarité internationale. Je pense que Edgar a fait un excellent aperçu des défis et des opportunités qui nous amènent le processus constituant au Chili. Je ferai juste une petite mise au point pour qu'on voit aussi l'impact des trajectoires des mouvements sociaux du passé dans les temps actuels. Donc, effectivement, le Parti communiste a obtenu un meilleur score que d'autres expressions partisanes. Cependant, les forces du Frente Amplio, les fronts larges, qui est une expression politique de la génération du mouvement étudiant de 2011, dont je fais partie, qui ont obtenu le double de sièges que les partis communistes. Puis, on a incorporé de nombreux indépendants et indépendantes dans nos listes. Et je pense que ça nous amène à un sujet épineux et difficile qui est de comment on va faire les dialogues entre l'ancienne gauche du Parti communiste et une plus nouvelle gauche du Frente Amplio, qui était au centre des polémiques parce qu'on a fait partie des accords qui ont permis d'arriver à cette instance-ci, puis ça n'a pas fait de l'unanimité au sein de la gauche. Finalement, les paris s'avéraient gagnants, mais ça aurait pu être autrement. Puis, avec des nouvelles expressions, des personnes indépendantes qui sont regroupées
dans des mouvements plus ou moins organisés. Donc, on n'a déjà pas seulement 2 gauches comme avant, on a 3. Puis, on peut ajouter la vieille concertation dont Edgardo parlait, que dont certains secteurs se revendiquent de la gauche de manière esthétique au moins. Donc, on pourrait dire qu'il y a 4 gauches en discussion, et tout ça avec 57% des citoyens et citoyennes qui n'ont pas voté. Donc, il y a des énormes défis pour transformer cette convention constitutionnelle ou assemblée constituante dans une instance de participation plus large encore de ce qui a été cette élection-ci. Et je pense que ça fait très bien, ça fait du bien que les yeux de tout le monde à l'extérieur puissent aussi contribuer à cette discussion. Ensuite, concernant la solidarité, Franck m'a volé la plupart des points que j'avais pris. Je suis tout à fait d'accord avec la plupart de ses commentaires. Nos intervenantes ont été brillants, donc je reprends seulement quelques concepts. Edgardo il a dit comment le paternalisme de ne pas critiquer et puis d'assumer qu'il faut se prêter à la défense du chavisme ou n'importe quelle référence soi-disant impérialiste, je pense que c'est essentiel. Et malheureusement, dans nos réunions internes des partis politiques de gauche dans le Nord, on le voit dans le quotidien que ce n'est pas le cas. On reste pris dans l'idée que les foros de Sao Paulo, c'est encore une référence qui nous parle de la gauche d'aujourd'hui. Ensuite, Glover, je pense que vous signale les risques de faire des amalgames, dire Bolsonaro, Modi, Trump. Je pense que Glauber nous a montré ce qu'il y a des particuliers, puis particulièrement dangereux dans Bolsonaro. Encore là, une tendance du Nord d'essayer d'amalgamer, puis de créer des catégories où il n'y en a pas. Puis Florence, j'ai beaucoup de coïncidences au niveau politique, mais pour cette rencontre aujourd'hui, je reprends surtout l'importance d'incorporer les pratiques qui viennent des mouvements féministes et des dissidences des genres dans nos pratiques politiques, dans la notion des soins, de prendre soin de la militance, de ne pas mettre les efforts de la militance sur quelques personnes, souvent des gens féminins ou même des personnes racisées, qui vont avoir les poids lourds de prendre, même dans des circonstances normales, prendre des notes, de faire le suivi logistique, tandis que les hommes discutent de la grande politique et des grands principes idéologiques qu'on doit suivre. Donc, pour finir, je sais que c'est impopulaire actuellement, mais ça en reste que les partis politiques existent. Ça en reste que des expériences de gouvernement municipal innovantes. Puis, il faut créer des dialogues entre les partis. Il n'existe pas des plateformes qui nous permettent de faire ça en dehors du contexte régional et de quelques initiatives internationales très positives, mais qui ne sont pas nécessairement intenses, qui ne sont pas nécessairement porteuses de partage au-delà des grandes conférences, encore avec les leaders des références. Je pense ici à Progressive International, c'est beaucoup de grandes conférences, mais ça nous manque les contacts entre Québec solidaire, puis les militants des partis équivalents en Argentine, au Chili, au Brésil et ailleurs dans le monde. De quelle façon on peut affronter certains défis communs, puis apprendre les uns des autres. Ça, c'est une instance qui n'existe pas. Et comme je te dis, c'est impopulaire de travailler à partir des partis politiques. Mais si on milite, comme je le fais dans 2 partis, je pense que c'est une obligation d'essayer de le faire, tout en incluant des voix qui nous interpellent de l'extérieur, pour qu'on ne soit pas tout confortable non plus dans l'espace institutionnel. Donc, ce serait tout, Charmaine, en tant que guise des conclusions, je dirais plutôt des pistes pour continuer les dialogues. Je les remercie surtout les interprètes, mais aussi nos intervenantes, parce que leurs présentations ont été franchement brillantes, à mon avis. Je me sens pleinement reflété dans tout ce qui était dit jusqu'à maintenant. Merci beaucoup, Sébastien. Et c'était des réflexions et des interventions à la fois complémentaires que j'apprécie beaucoup et vraiment qui stimulent nos neurones.
puis avec des propos vraiment assez profonds. Surtout, je reviens à Edgardo sur la question de l'introspection que la gauche doit faire et d'apprendre des leçons du passé si on veut avancer vers l'avenir et aussi d'avoir une gauche plus inclusive possible, enfin qui reconnaît les différentes luttes et puis qui sait les intégrer dans une lutte hégémonique plus grande. En fait, nous avons quelques minutes de plus. Alors, je vais m'adresser à la salle principale. Est-ce qu'en effet, on a quelques minutes ou est-ce que vous voulez qu'on termine comme maintenant? Allô? Charmaine, peut-être qu'on pourrait donner la parole une dernière fois aux 3 panélistes. OK, oui, je suis d'accord. OK, et à Franck et Sébastien, comme pour clore le tout un petit peu. Est-ce que je peux vous demander comme 1 minute, 2 minutes au plus, là, et puis on peut commencer avec Florence? Sí, gracias por las reflexiones y creo que lo que planteaban Frank y Sebastián siguen siendo senderos a continuar debatiendo y recorriendo juntos como lo hicimos en otros espacios. Lo de la introspección y de la crítica que marcaba Edgardo, creo que en ese ejercicio cotidiano que tiene que ver con nuestras luchas cotidianas en el día a día, hay algo que yo aprendí de los feminismos y es en sostener no solamente ese planteo inconveniente, digamos, o sea, sostenerse en esos planteos y en esas críticas que generan incomodidad, sino que sostener un feminismo inconveniente implica no cerrarse nunca a una cuestión de avalar procesos o sostener, digamos, cuestiones que, como vemos, muestran sus límites. Lo que compartían en las experiencias del progresismo en el pasado, yo creo que, por ejemplo, en el caso de Ecuador, las feministas anticapitalistas fueron muy críticas a Correa, aunque hayan sido un sector minoritario, y esa crítica hoy se vio en los procesos que avanzaron. Por eso celebro los feminismos inconvenientes que siguen plantados en las calles, pero también sosteniendo reflexiones para la movilización, incluso cuando podamos hacerlo en contextos de mayor cuidado frente a esta pandemia que sigue avanzando. Gracias, los abrazo y las abrazo desde acá. Merci beaucoup. Edgardo? Quiero primero celebrar el encuentro, el tono de las intervenciones, la disposición abierta a reflexionar estos asuntos críticos, por supuesto, para el futuro de las luchas anticapitalistas. Agradezco mucho la intervención de Frank en relación a los temas de la solidaridad. Viviendo en Venezuela, las formas en las cuales desde afuera de Venezuela la izquierda en muchas partes del mundo ha expresado su solidaridad acrítica con procesos cada vez más autoritarios, corruptos, etcétera, en Venezuela, resulta realmente desgarrador. Resulta desgarrador porque se supone que la solidaridad, como decía Frank, ha de ser solidaridad con las luchas de los pueblos. Cuando se establece ese automatismo campista del cual hablaba Frank, de apoyo incondicional a procesos que caminan en otra dirección, no se está simplemente dejando de ser responsable con las luchas por la transformación, sino que se está activamente legitimando tendencias perversas.
el que todavía haya sectores de las izquierdas internacionales que consideren que en Nicaragua hay un proceso revolucionario, obviamente leído desde quienes padecen al gobierno nicaragüense, tiene que ser visto con profundo dolor. Entonces, esto es una dimensión que tiene que estar siempre presente, que es la noción de que no se trata de solidaridad con otros, sino que la lucha es la misma, y en esa lucha, que es la misma, tiene que haber permanentemente una disposición a una reflexión crítica abierta, porque de lo contrario, lo que se está es bloqueando la posibilidad de salir de situaciones que ampliamente podemos reconocer como inviables. Gracias. Gracias, Eduardo. Glauber, toi, tu as le dernier mot. C'est très compliqué de finir un panel comme celui-là, si varié, si riche, comme était déjà avancé par tout le monde. Donc, je répète les choses. Mais pour moi, comme dernier mot, pour moi, je pense qu'il faut qu'on garde en tête, et c'est ça que les discussions ont montré, que d'un côté, il faut qu'on accepte que les processus politiques sont plus complexes que certaines analyses veulent montrer, de gauche et de droite, du coup, pour justement échapper à cet danger campiste, en quelque sorte, comme disait Franck avant, et comme vient de dire aussi Edgardo. Donc, accepter justement la complexité des forces en dispute, en lutte, les différents rapports de force qui vont se créer au fur et à mesure, à la fois entre ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui et ceux qui essayent de résister ou de créer des alternatives, à la fois dans notre propre camp, entre des alliés. Moi, je dis toujours en mode blague, les ennemis, c'est simple, parce qu'on les reconnaît. Les plus difficiles, ce sont les alliés. Parce que qu'est-ce qu'on fait avec quand on a des divergences avec les alliés? Donc là-dessus, je pense que c'est très important de garder cette notion de dissensus comme essentielle pour faire vraiment avancer nos luttes et nos combats. Parce que dès qu'on abandonne l'idée de dissensus comme constitutif même de la réflexion, bah, on a abandonné toute forme de critique réelle et concrète ancrée sur la réalité, sur le monde réel. Donc là-dessus, je pense que c'est très important. Un dernier mot B, entre guillemets, en mode provocation, c'est il faut que l'ancienne gauche accepte qu'elle ne doit plus être hégémonique. Elle ne doit plus être l'avant-garde du mouvement qui dit à sa base quoi faire, quelle lutte mener et comment la suivre. Il faut accepter que tout le monde est légitime pour lutter et que personne n'est légitime pour dire ça c'est la lutte, c'est à moi de la faire uniquement, c'est à moi de la diriger. Tout le monde est légitime pour lutter, personne n'est légitime pour diriger, si on veut exagérer un peu dans ces termes-là. Et donc du coup, voilà, c'est mon dernier mot là-dessus. Merci, Glauber, pour ce dernier un peu anarchiste, j'en accepte. Je vais faire rapidement les remerciements. D'abord, je vais remercier tous les intervenants, tous et toutes les intervenants. Vraiment, vous mettez la barre super haut. C'était vraiment extrêmement stimulant. J'aimerais aussi remercier les interprètes. Merci beaucoup, vous faites un formidable travail, puis merci pour votre latitude. Merci aux organisateurs, Pierre Baudet qui me souffle à l'oreille, mais tout va bien. J'aurais aimé continuer, enfin, reprendre des questions de l'audience, mais encore une fois, tout ceci est recordé et puis sera disponible au nouveau cahier de socialisme. Merci beaucoup. Je vous encourage de participer aux autres panels de la grande tradition. Merci beaucoup à tout le monde.